Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous. Bienvenue dans le cinéma qui fait son grand retour sur NRTV en 2024. Vous l'avez vu, nouveau générique, nouveau décor. On est bien, on est ensemble, mais toujours les mêmes cinéphiles. Patrick, salut. Heureusement, on est content d'être là. Ça va? T'en penses quoi là, de ces canapés? C'est super sympa, le générique est cool, ça fait plaisir. Ah super. Vraiment. Thibaut, il est bien dans ce canapé? Mais c'est super, très confortable, tout est coloré, on est bien? Bon, est-ce que c'est aussi bien que les films dont on va parler aujourd'hui? En partie, oui. En partie. Bon, d'accord. Alors, il va y avoir pas mal de films. Et puis, justement, je vous propose que je vous donne le menu, à commencer par notre film du mois, qui est donc nommé Argylle, blockbuster d'espionnage signé du réalisateur de Kingsman et Kick-Ass, avec un gros cast, notamment Henry Cavill et Dua Lipa. Ensuite, changement radical avec le film choc du dernier festival de Cannes, Zone of Interest, film glaçant, sur le quotidien de la famille du commandant du camp d'Auschwitz. Et on terminera avec May December, thriller troublant avec Nathalie Portman et Julianne Moore. Toutes deux incarnent des actrices à Hollywood. L'une doit jouer la vraie vie de l'autre au passé trouble. Et puis bien sûr, il y aura l'agenda de Patrick, les coups de cœur de nos critiques et les news avec notamment le gros succès du cinéma suisse en ce moment et nos pronostics pour les Oscars et les Césars. Mais on commence tout de suite avec la grosse production de ce début d'année. Vous êtes prêts ? On est prêt. On regarde ? C'est parti. Eh ben c'est parti, on regarde. Vous êtes aussi élégant quand vous dansez, j'espère. Il n'y a qu'une façon de le savoir. Nous ne sommes pas si différents, vous et moi, agent Argylle. Un coup de main, une seconde. Le roman est sensationnel, ma chérie, mais... C'est quoi la suite? Ça s'appelle un cliffhanger, maman. Voilà un casting glamour pour ce film sorti sur nos écrans le 31 janvier avec Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, John Cena, Samuel Jackson et même la pop star Dua Lipa dans cette super production de 200 millions de dollars signée Matthew Vaughn qui nous avait habitués à des blockbusters super-héroïques et d'espionnage explosif, ludique et subversif qui était entre autres la saga Kingsman ou encore Kick-Ass. Mais qu'en est-il alors de ce film à tiroir où l'on croit suivre des espions mais en fait ils viennent de la tête d'une romancière, mais en fait, serait-elle vraiment une écrivaine? Et puis, qui est l'espion de qui et qui travaille pour qui? Enfin bref, ça vaut quoi, Thibaut, ce Argylle? Ça vaut que c'est hyper décevant parce que tu l'as cité, avant ça Matthew Vaughn c'était quand même une personnalité dans le milieu du blockbuster qui apportait un vent de fraîcheur avec des films très pop, avec un vrai esprit de sale gosse qui faisait du bien à voir, quoi. Il jouait vraiment, il arrivait à réinventer justement des figures connues, notamment avec sa saga Kingsman dans le domaine du film d'espionnage. C'était super ça, il revient, Kingsman, excellent. Et alors déjà, il commençait à y avoir des problèmes sur son dernier Kingsman, qui était une préquelle pendant la Première Guerre, où on voyait déjà quelques limites se profiler. Et là, c'est ça, mais en pire, parce qu'on est toujours dans le domaine du film d'espionnage. Ouais. Mais on est tu l'as dit, dans une espèce de film méta, où on a une écrivaine, la fiction se mélange avec la réalité. Et en fait, il mise tout sur ce concept de petit malin qu'il appuie à mort. Et il est plus préoccupé à dérouler une espèce d'intrigue d'espionnage alambiquée pour rien. Ah ouais, film à tiroir, je l'ai dit, twist après twist après twist. Il enchaîne les twists qui sont amenés de manière hyper lourdingue à chaque fois. Et il n'y a plus du tout l'inventivité de mise en scène qui le caractérisait jusqu'à maintenant. Franchement, c'est assez plat. Il n'y a aucune image vraiment marquante. C'est assez moche aussi. Assez plat, assez moche. Patrick, il en pense quoi? Ah oui, alors ça, pour être moche, c'est moche. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est-à-dire que, en fait, il y a quelque chose au niveau de l'esthétique qui utilise à fond l'IA, mais même, en fait, dans les visages des acteurs et tout, on est à fond dans une artificialité qui est terrible. Alors, ça pourrait se justifier, vu que le film a plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'on voit d'abord ce qui est, en fait, l'histoire du livre que l'auteur écrit, donc on est dans une fiction. Donc là, on se dit, OK, il y a beaucoup d'images de synthèse. Donc, et tout, avec Henry Cavill et Dua Lipa. Voilà, exactement. Mais après, quand on est dans ce qui serait la réalité de la vie de l'auteur, des romans
Voilà. Et ben en fait, c'est la même artificialité qui va même aller crescendo. On a l'impression qu'il faut faire de plus en plus. Et ça c'est vraiment déjà hideux. Ouais. Et puis je trouve que ça fait vraiment sortir du film. Et puis ça donne aucune densité à ce qui se passe, quoi. On a l'impression d'être presque de l'animation par ordinateur. Et on est sur un film de 2h20 quand même. Enfin, moi, je me suis passablement ennuyé, puis ça fait de la peine, quoi. Bon, après, au niveau du fait de s'ennuyer ou pas, il y a tellement de rebondissements qu'on n'a pas le temps de s'endormir ou comme. Ah bah écoute, je suis désolé, moi oui, franchement, malgré les twists, je trouve les twists, c'est un peu enfin voilà, c'est aussi très artificiel, c'est assez attendu. Et puis pareil, l'humour, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ce côté, comme tu dis, très méta, avec ce côté un peu second degré, autodérision. Mais en fait, j'ai l'impression d'avoir vu ça 100 fois dans des films d'espionnage de plateforme, quoi, qu'on aurait pu voir sur Netflix. Bah, c'est produit par Apple d'ailleurs, donc tu vois. Oui, et puis il n'y a pas du tout le même jeu que tu avais par exemple dans un Kingsman où il va retourner justement les codes du genre. Là, c'est juste un truc méta pour dire qu'on a fait un truc méta, puis vous avez vu, c'est une mise en abîme, et puis c'est pas suffisamment malin pour que ce soit intéressant, et justement, comme je le disais, il l'appuie tellement que ça n'a aucun impact au final. Et puis Patrick, Dua Lipa, on la voit pas plus que dans la bande-annonce. Ouais, hein. c'est l'arnaque en fait, parce qu'ils ont beaucoup misé là-dessus, même Henri Cavill, sa présence est très très petite, puis Dua Lipa, surtout ce qui est l'arnaque, c'est qu'ils ont fond misé là-dessus, sur sa présence dans la générique, promo, dans la promo, et en fait, de luxe. Elle a que la scène du départ, qui est celle en plus qui a été montrée quasi intégralement dans la bande-annonce. Ouais. Donc vous ne verrez pas plus Dua Lipa que ce que vous avez vu dans la bande-annonce. En fait. Bon, et pour résumer ce Argyle, on va le voir, on va pas le voir, Thibaut ? Non, refaites-vous plutôt les premiers Kingsman, c'était quand même vachement plus intéressant. Ouais. Puis, voilà, et puis Kick-Ass aussi. Kick-Ass qui est génialissime. Et puis moi j'aime même le troisième Kingsman, je le trouve assez sympa. Mais donc tu dirais toi aussi Argyle, on évite ? Ouais, on évite, il y a plein d'autres bonnes choses à voir au cinéma. Et vous l'aurez compris, Argyle, on évite. C'est en tout cas ce que nos cinéphiles ont à vous dire. On va voir si c'est le cas du prochain film. Alors là, changement radical. Je vous préviens d'ambiance. On est donc pendant la Seconde Guerre mondiale dans le camp d'Auschwitz, ou plutôt juste à côté. Regardez les images. Das ist ja wunderschön. Ja, die Azaleen da. Hier gibt es auch Gemüse. Bisschen Kräuter, auch Rosmarin. Hier ist rote Beete. Das ist Fenchel. Die Sonnenblumen, ja. Und hier ist der Kohlrabi. Die Kinder essen wahnsinnig viel Kohlrabi. Die herrliche Zeit, die wir im gastlichen Hause verlebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubsländern gehören. Im Osten steht unser Morgen. Herzlichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft. Heil Hitler. Voilà, Grand Prix du Festival de Cannes, 5 nominations aux Oscars, 4 aux Golden Globes. Ce film Zone of Interest donc est arrivé dans nos salles le 31 janvier. Alors un film expérimental et singulier, une expérience à part qui nous plonge dans le quotidien de la famille de Rudolf Höss, commandant du camp d'Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors la particularité, c'est qu'on ne verra jamais les massacres au sein du camp. Seuls des bruits, des indices de fumée et autres habits nous feront ressentir qu'à côté de cette maison idyllique en apparence où la famille semble vivre en autarcie, eh bien des Juifs se faisaient exterminer juste à côté de leur maison. Patrick, film choc, on entend partout, c'est vrai ? Oui, par rapport au sujet, c'est un film qui est dense, qui est lourd, qui est impressionnant dans ce qui montre pas, en fait, finalement. C'est ça, C'est vrai que le film travaille beaucoup sur le son, c'est-à-dire que l'horreur est presque intégralement traité par le son, à part quelques images. Il y a des séquences aussi avec un personnage qui tourne autour du camp un petit peu et tout. Je trouve que c'est un très très bon film, très bien réalisé. Alors le travail sur le son est intéressant parce que dès le départ, le film commence avec 3 minutes d'un écran noir avec juste du son pour nous dire « Ok, il va falloir écouter ». Le film aussi. Donc ça, je trouve que c'est une bonne mise en route. Moi, la question que je me suis posée par rapport à ce film qui est important, parce que c'est toujours important de parler de l'Holocauste, de l'extermination, et ça, vraiment, je ne remets pas en question l'importance de parler de traiter ce sujet-là. Maintenant, je pense que le film se construit uniquement et intéressant uniquement sur le fait d'avoir ce point de vue décalé par rapport à ce qu'on montre d'habitude, puisque d'habitude, on est souvent dans le camp, confronté directement à l'horreur. Et est-ce que le fait d'être décalé et de suivre cette famille est quelque chose qui apporte quelque chose de plus par rapport à l'histoire et à l'Holocauste ? Pour moi, pas forcément.
C'est-à-dire, j'ai déjà vécu des choses très fortes et appris des choses très intéressantes vis-à-vis de l'Holocauste dans d'autres films. Ah bah attends, Donc, c'est voilà. l'angle, pour moi c'est tout l'intérêt du film. Oui, c'est Thibaut. l'intérêt du film, mais est-ce vraiment... Enfin, voilà, Ouais. pour moi, ça reste juste un point de Est-ce vue que qui c'est change. vraiment et puis c'est pertinent pas forcément- Thibaut, justement, moi je trouve que c'est tout l'intérêt du film, c'est l'angle qui est choisi, parce que on n'imaginait pas qu'un jour on allait raconter le quotidien, de cette famille allemande de nazis qui devait vivre justement à côté de ce camp. Et c'est là où c'est glaçant, c'est qu'on voit que leur quotidien est tout à fait banal et ordinaire, et que leur petit souci des fleurs qui poussent pas dans le jardin, elle couvre en fait le fait qu'à côté il y a des chambres à gaz. C'est ça, ouais, je suis d'accord. C'est vraiment cette approche-là qui est très intéressante. C'est la parfaite illustration de cette fameuse banalité du mal, où on a d'un côté cette petite famille, effectivement, qui a sa vie bien heureuse, ses soucis, et justement, ça rend le truc, l'horreur est d'autant plus forte qu'elle est conservée hors champ. C'est vraiment un film sur tout le pouvoir du hors-champ, de la suggestion. Tout est gardé vraiment de manière invisible et suggéré. Puis en même temps, on nous montre à quel point cette famille a des œillères et ne se préoccupe pas de ce qui se Complètement. passe à côté. C'est ça, ouais. Puis on a quand même des petites touches qui nous ramènent constamment à ça, parce que on peut pas toujours y échapper. Il y a une scène assez glaçante où le papa va se baigner avec des enfants, et je dirais pas ce qui se passe, mais on nous ramène à la réalité finalement de Oui, de ce très qui se passe souvent, de l'autre par côté petites des murs. touches. Et on a le personnage d'une grand-mère aussi qui va venir les visiter, puis qui, elle, n'arrive pas à a faire beaucoup abstraction plus de peine à de prendre la l'odeur, distance, par exemple, des bruits constants. Ouais. Et, Alors, il faut prévenir quand même, c'est pas un film à mettre devant non, tous les yeux. C'est vraiment glaçant. C'est ça. On ne voit rien, mais on ressent. On ressent beaucoup de choses, c'est une vraie expérience de cinéma. D'ailleurs, le cinéaste anglais, Jonathan Glazer, qui signe ce film-là, avait signé un film tout aussi glaçant avec Nicole Kidman qui s'appelait Birth au début des années 2000. Et dernièrement, il était connu pour Under the Skin, où Scarlett Johansson jouait une extraterrestre qui capturait des hommes. Donc, c'est vrai, Patrick, c'est un cinéaste qui travaille aussi des films très singuliers, particuliers, Très atmosphériques, qui peuvent être très dérangeants pour le téléspectateur. Ouais, le spectateur. il a une façon de raconter les choses qui est parfois assez clinique, justement, même dans ses films précédents, avec des personnages qui sont très tenus comme ça, des sentiments qui sont très peu exprimés, même des idées de mise en scène qui sont avec des lignes, des choses assez froides, etc. Et tout. Donc je pense que par rapport au sujet, il a tout à fait intéressant par rapport à ça. Du coup, on recommande d'aller voir Oui, The Zone of absolument. Interest. Il y a aussi quelque chose que j'ai envie de dire, c'est Sandra Hüller. Ah oui, C'est incroyable. L'actrice Elle était allemande. dans Anatomie d'une chute déjà. Absolument. Elle est incroyable. Elle fait une composition au niveau physique et elle est dynamique super. du personnage, qui est vraiment de la femme, donc du directeur du camp, qui est vraiment incroyable. Donc, on va voir Zone of Interest, mais soyez prévenus avant, Thibaut. Oui, il faut bien choisir son moment, mais oui, c'est une expérience vraiment à vivre en salle. Ouais. Exactement, on verra si c'est le cas du prochain film dont on va voir la bande-annonce tout de suite. C'est donc un thriller vénéneux, vous allez le voir, signé Todd Haynes, ça s'appelle May December. Regardez. Find a character that's difficult to understand. Why are they like this? Were they born or were they made? I thought you were taller. You look taller on television, but we're basically the same size. Thank you for doing this. Well, I want you to tell the story right, don't I? They're sweet, aren't they? We've been together for almost 24 years now. It's hard to trust that you're going to represent things as they were. What would make a 36-year-old woman have an affair with a 7th grader? Voilà, le film est sorti le 24 janvier au cinéma. Il s'appelle May December. C'est le nouveau film de Todd Haynes, cinéaste américain à qui l'on doit notamment Carol ou dernièrement Dark Waters. Nathalie Portman incarne une actrice qui doit jouer le rôle donc d'une femme, Julianne Moore, réaliser son biopic. Elle va alors démêler le passé trouble de cette femme, notamment le fait qu'elle ait fait un détour par la case prison après avoir eu une aventure avec un mineur de 13 ans lorsqu'elle avait passé la trentaine, mais aujourd'hui, elle est mariée à ce jeune homme devenu grand, incarné par Charles Melton, qui pourrait être une victime qui s'ignore. Alors, film très troublant, qui joue des codes du thriller et aussi du soap-opéra avec dérision, qui flirte avec le malsain en s'appropriant un sujet assez épineux sur la pédophilie. C'est un peu tout ça, Thibaut, ça t'a plu, toi ?
Oui, ouais, ça m'a beaucoup plu parce que tu le dis, le pitch déjà aborde un sujet assez dérangeant et je trouve que Todd Haynes le met en image d'une manière assez parfaite. C'est que la mise en scène est aussi assez dérangeante parce que comme tu l'as dit, on est un peu entre différents genres. Il flirte avec le soap opéra, on a quelque chose d'assez kitsch, de très artificiel où on assume vraiment un truc assez étrange au niveau de la mise en image. Et donc on est dans un truc qui est à la fois on est un peu entre le drame intime assez déchirant, parce que cette histoire est franchement très émouvante et la façon dont ça évolue est assez déchirante aussi. Puis en même temps, dans la comédie un peu grinçante, un peu malaisante. Et donc on est dans un truc assez dérangeant et du coup assez fascinant à observer. Donc moi j'ai été vraiment embarqué dans cette histoire. C'est mon cas aussi. Est-ce que c'est celui de Patrick ? Oui, j'aime bien le réalisateur Todd Haynes. Il a la façon en fait de traiter ces sujets, c'est toujours de mettre en place une espèce de façade qui est l'aspect social que les personnages qu'on veut donner dans la vie, montrer une société qui est très organisée, on se tient bien, on a des bons rapports avec les voisins, ce genre de choses et tout, mais il y a des fêlures à l'intérieur de ça qui sont importantes, et en fait, suivant les films, il met ces fêlures plus en avant que d'autres, voilà et tout, et dans celui-là, je trouve qu'il y a un bon équilibre par rapport à ça, c'est-à-dire que les fêlures apparaissent quand même pas mal. Puis c'est captivant, l'intrigue, oui, elle est c'est captivant aussi, parce que comme disait Thibaut, dans la forme, il y a des choses qui sont pas mal, il s'amuse un peu avec le mélo, avec une musique, par exemple, qui vient donner des espèces de coups de mélodrame. Très théâtraux. Et puis il y a quelque chose d'un peu vénéneux, parce que le mari du personnage de Julianne Moore élève des chenilles, donc il utilise aussi les cocons, les choses comme ça. Et ce jeu de miroir entre Julianne Moore et Nathalie Portman, ça marche ? Oui, je trouve que ça marche pas mal, ça fonctionne pas mal. Je trouve que les personnages sont intéressants, en fait, surtout parce qu'ils ont tous des parts d'ombre, et on sait jamais trop où ça va aller, quelles sont les intentions de l'actrice, est-ce qu'elle va craquer, le personnage de la femme mariée, qu'est-ce qui va se passer, jusqu'où le drame va surgir, et ça nous tient en haleine. Oui, c'est ça, elles sont très, très, très bien, hein, les deux actrices, mais pour moi, la révélation de ce film, je ne sais pas ce que tu en penses Thibaut, mais pour moi, c'est le personnage c'est Charles Melton, l'acteur, et ce personnage, justement, de jeune homme qui a été abusé dans son adolescence, qui aujourd'hui s'est finalement marié avec cette femme, et puis qui remet en question sa vie, quoi. Ouais, le personnage est fascinant, parce que c'est justement ce qui va se passer, c'est que cette actrice, jouée par Nathalie Portman, en débarquant dans l'intimité du couple pour les observer, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va petit à petit remettre en question tout ça, parce qu'eux vivent leur petite vie, puis ne se pose plus la question de la différence d'âge et du scandale du passé. Et elle va venir un peu remuer tout ça et remuer la merde. Voilà, c'est passionnant comment tout ça va un peu imploser. Elle fait ça avec ses propres intérêts à elle aussi. Enfin, passionnant donc à t'entendre Thibaut. Il faut aller voir May December en salle. Et toi Patrick ? Oui, conseil aussi. Et voilà, et auquel s'ajoute mon troisième oui. on va aller voir donc, vous l'aurez compris, on conseille Zone of Interest et May December pour le débat ciné, et Argylle, on vous déconseille. On passe tout de suite à ce qui a fait l'actualité cinéma dans le monde. Voilà, on passe tout de suite à l'actu ciné. Et oui, vous avez vu, nous avons un jingle. Mais oui, c'est beau. C'est pas mal pour faire les transitions. Voilà, alors on va commencer bien sûr, les gars, par parler de ces nominations aux Oscars et aux Césars 2024. Je rappelle que la cérémonie des Oscars se déroulera le 11 mars et celle des Césars, qui récompense le cinéma français, le 23 février. J'aimerais qu'on regarde un peu les 4 catégories majeures, c'est-à-dire le meilleur réalisateur, meilleure actrice, meilleur acteur et meilleur film, et faire un peu des pronostics. Alors on commence justement les Oscars. Meilleur réalisateur et réalisatrice sont nommés Justine Triet, Martin Scorsese, Christopher Nolan, Yorgos Lanthimos, Jonathan Glazer. Zone of Interest, on vient de vous en parler. C'est qui va gagner aux Oscars, Patrick ? C'est quoi ? C'est celui qu'on pense qui va gagner ou celui qu'on a envie qui gagne ? Alors, celui qui va gagner, c'est qui ? mais j'ai plus la liste là. Il vient de te la dire. Je viens de la dire. Je pense que Nolan avec Oppenheimer, il est assez bien favori. Ouais. Et puis une Française, Justine Triet quand même, Thibaut. Moi je parierais plutôt sur Glazer, je pense. Oula, d'accord. Alors Nolan à ma droite, Glazer ici, et au centre, moi je vais dire que c'est Justine Triet. Voilà, on verra. Ça, réponse en mars. Donc, meilleur acteur, nous avons Bradley Cooper, Colman Domingo, Paul Giamatti, Cillian Murphy, Jeffrey Wright. À votre avis, c'est qui va gagner, Thibaut ? Je parierais sur Cillian Murphy. Je pense qu'Oppenheimer va devoir se contenter d'Oscars techniques et peut-être cet Oscar. Mais Oppenheimer, c'est le favori aux Oscars.
D'accord. Moi, je le vois Bon, pas. mais Cillian Murphy, tu mets une pièce. Patrick? Ouais, moi j'hésite entre Cillian Murphy et Paul Giamatti qui a eu le Golden Globe, mais Oui. le film Holdovers est quand même moins connu et donc peut-être Cillian Murphy aussi. Et au niveau des actrices, nous avons Annette Bening, Lily Gladstone, Sandra Hüller. Tu viens d'en parler justement, Patrick. Carey Mulligan ou Emma Stone. C'est qui remporte? Moi j'aimerais bien Lily Gladstone parce que je trouve qu'elle est incroyable dans le Scorsese, mais Ouais. je pense que c'est Emma Stone qui va gagner. Je pense comme toi, Patrick. Pareil. Ah, et ben voilà, on est les trois d'accord. Et alors là, meilleur film, alors il y en a tout un paquet, mais je vais les Ouais. citer. American Fiction, Anatomie d'une chute, voilà, quand même 5 nominations pour ce film français qui avait reçu la Palme d'Or. Il y a Barbie aussi qui est nommé, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, je vais y arriver, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things ou Zone of Interest. Thibaut, quel Je film? pense que ce sera le Lantimos. Le Lantimos, donc Poor Things. Absolument. Tu crois que c'est ce film-là Ouais. qui va... Ok, Patrick? Ah ouais, ok, d'accord. Patrick n'est pas d'accord. Moi je pense que ça risque d'être Oppenheimer. Mais oui, moi je dis ça voilà. aussi. Mais Thibaut, Mais c'est il pas pense forcément pas. celui que je préfère. Hein. Ah, d'accord. J'aime mieux le Scorsese, par exemple. Ah, tu aimerais que ce Ah, mais soit le Scorsese, il va rien gagner. Ça, je suis à peu près. Oui, alors ça, je suis assez d'accord avec Ouais, toi. c'est clair. Bon, réponse en mars. Au niveau des Césars, passons Ouais. en France. Meilleure réalisation sont nommées Justine Triet, Catherine Breillat, Jeanne Herry, 3 femmes quand même, réalisatrices, Cédric Kahn chez les messieurs et Thomas Caillet. Qui c'est qui va gagner, Thibaut? Justine Triet, sans doute. Bah oui. Ouais. C'est une Mais moi- évidence, Mais moi, je Patrick. suis hyper content pour Thomas Caillet et pour Le règne animal que Oui. j'ai adoré. Et ça fait hyper plaisir de voir qu'il est autant nommé. Donc j'aimerais bien que ça soit lui, en tout cas Mais au tu niveau penses de la que c'est Justine réalisation. Triet qui va gagner aussi ou pas? Peut-être le film, je sais pas. Ok. Joker. Meilleure actrice, Marion Cotillard, Léa Drucker, Virginie Efira, Afsia Herzi et Sandra Hüller. C'est qui gagne, Patrick? Sandra Hüller. Sandra Hüller pour Anatomie d'une chute. Ah, Thibaut aussi. D'accord. Oui. Hein, je vais dire oui. Je vais dire oui aussi. Meilleur acteur, Romain Duris, tiens, pour Le règne animal. Benjamin Laverne, Melville Poupeau, Raphaël Quenard, Arié Werthalter. C'est qui gagne? Je parierais sur Harry Werthalter. Ah, pour le procès Il faut bien Goldman. que le procès Goldman gagne quelque chose. D'accord. Moi, je dirais c'est Romain possible. Duris, tiens. Non? Ouais, c'est. Patrick. Non, je pense pas. Ah bon. Maintenant, Raphaël Quenard, c'est vraiment son. Oui, année Raphaël parce qu'il Quenard. Il est nommé là comme meilleur acteur. Oui. Il est meilleure révélation pour L'excellent chien de la casse, qui est un film Ouais. inédit. Et puis, il est même dans un documentaire qui est nommé dans les meilleurs Ah bah, tu vois. documentaires. C'est un peu la révélation. Et meilleur film alors, Anatomie d'une chute, Chien de la casse, Je verrai toujours vos visages, Le procès Goldman, Le règne animal. Qui gagne? Anatomie d'une chute. Eh ben oui. Mais ça serait tellement bien Patrick. que ça soit Le règne animal. Oh, Non, c'est mais vrai. Ouais, mais Anatomie Anatomie d'une c'est chute hyper bien. mériterait aussi. Mais bon, c'est vrai qu'il y a déjà eu pas mal de prix. Voilà donc nos pronostics, c'est noté. Hein, on ressortira les dossiers au moment des Aïe, aïe, résultats. aïe. On verra qui marque des points. Mais on passe tout de suite à la deuxième news du mois. C'est ce film suisse qui cartonne en Suisse. 250 000 entrées pour Ciao Ciao Bourbine, dont on va voir des images, qui a débarqué en Romandie le 17 janvier après avoir cartonné en Suisse allemande avec la star romande Vincent Kuchel, comédie qui imagine que le français devienne la seule langue nationale du pays. C'est quoi ce film et pourquoi ça cartonne, Patrick? Ça cartonne parce que c'est un scénario déjà qui est malin, qui a l'idée d'inclure dans son histoire les 3 régions linguistiques. Ouais. De prendre dans son casting une star de chaque région de Suisse aussi. Et puis après, c'est une comédie. Puis je pense que les gens, ils ont envie de voir des comédies. Ça leur fait plaisir d'aller voir des choses un peu légères, amusantes. Sur la Suisse. En plus, sur la Suisse. Tu vois, je trouve qu'au niveau du sujet, on rejoint un petit peu des questions sociales qui traversent la politique, puis la vie des gens, Ouais. comme il y avait eu les faiseurs de Suisse ou des choses Mais comme ça. c'est bien ou des- pas? Alors écoute. Voilà. Donc, voilà la question. Ouais, Voilà. bon. Non, écoute. C'est vraiment assez loufoque. Et puis, il y a des grosses ficelles dans le scénario. Au niveau de l'esthétique, je pense qu'on est un peu dans le téléfilm Ikea. Oula. Mais voilà, quoi. Thibaut, c'est bien ou pas? Extraordinaire. Non, malheureusement, je suis assez d'accord avec Patrick. Ah bon, d'accord. Non, c'est vraiment de la comédie assez cheap, très sincèrement. Enfin voilà, il n'y a pas beaucoup d'idées de cinéma là-dedans. Et il est bien, Vincent Kuchel. Parce que Il c'est est ça bien. aussi Alors, l'argument marketing pour les romans. Ce qui est malin, c'est qu'on lui permet de mettre à profit son art du déguisement, parce qu'il joue D'accord. une espèce de simili agent secret qui se déguise en tout un tas de personnages différents. Ouais. Donc là, on retrouve le Vincent Kuchel de 26 minutes. D'accord. Donc voilà, mais effectivement, c'est pas étonnant que le film cartonne, parce que c'est très suisse-au-suisse comme sujet. Ouais, Et puis, ouais. Je pense que c'est la sortie familiale Et les gens du en ont dimanche. Puis l'aspect besoin. comédie, tu vois, léger. Bon. Tous les gens, ça Voilà. fonctionne, ça rigole quand Alors même. on verra où finit
où il finit sa course, hein, ce film. Combien Là, d'entrées en tout cas, pour l'instant, la course, elle n'est pas freinée, voilà. même après Et dans 3 notre semaines, région, ça cartonne aussi. Hein. partout, À Nyon, ça le plaît, partout. Patrick. Ouais, bon, et ben voilà, pour Ciao Ciao Bourbine, si vous voulez vous faire votre propre avis. La dernière news du mois, eh bien, c'est l'annonce de Vision du Réel, festival de films documentaires nyonnais, donc dont la 55e édition se passera du 12 au 21 avril, qui a annoncé son invité d'honneur. Ce sera le cinéaste chinois Jia Zhangke. Mais c'est qui, Thibaut ? Écoute, c'est un cinéaste qui est justement, c'est pas pour rien qu'il est invité à Vision du Réel, c'est que c'est un cinéaste qui a toujours eu une approche assez documentaire, qui a eu à cœur justement de montrer certaines réalités sociales du pays, de la Chine, ce qui lui a souvent causé problème avec la censure, mais en mêlant tout ça aussi avec des fois des choses héritées du cinéma de genre, parce qu'il s'intéresse aussi à la criminalité par exemple, et donc voilà. Donc c'est intéressant assez protéiforme. Donc qu'ils viennent à Nyon ? C'est intéressant qu'il vienne à Nyon parce que justement, il a ce regard très proche du réel, mais qui n'est pas purement documentaire, même s'il en a réalisé quelques-uns. Donc oui, c'est un Puis on verra justement, il y aura, tous ces films seront projetés, je crois, à Vision du Réel. Il y aura une rétrospective. Bonne nouvelle, Patrick, de connaître ce cinéaste qui est un peu inconnu, qui est connu vraiment d'une sphère très niche de cinéphiles, mais qui mérite d'être découvert. Il est intéressant, il a eu un prix à Cannes, il a été membre du jury à Cannes, et puis après, c'est vraiment un cinéaste intéressant parce qu'il traite vraiment de l'histoire contemporaine récente de la Chine, depuis son ouverture jusqu'au développement du système maintenant chinois. Et pour ça, c'est un témoignage intéressant. Après, son cinéma peut demander d'avoir un petit peu de connaissance sur ce qui s'est passé au niveau politique et historique en Chine ces dernières décennies. Alors voilà, on ira voir du coup Jia Zhangke à Vision du Réel du 12 au 21 avril. Voilà. Pour les news du mois, ça c'est fait. L'actu ciné, prends ta petite fiche. J'ai droit à un générique aussi ou pas ? Eh ben regarde, allez, l'agenda de Patrick, c'est parti. Ouais. Voilà, tu vois, on l'a même nommé l'agenda de Patrick. C'est super. Bon alors, qu'est-ce qui se passe dans le district, dans la région de la Côte ce mois-ci ? Il y a une séance du film Bison en présence du réalisateur. Qu'est-ce que c'est que ce film ? C'est le nouveau film du réalisateur suisse qui avait fait Platzspitz Baby, qui avait cartonné, ce film-là aussi. Et le réalisateur sera présent au Cinéma Capitole à Nyon le 11 février à 13h pour une projection du film qui raconte l'histoire en fait d'un paysan et lutteur suisse qui va commencer à faire des combats clandestins pour tenter de sauver la ferme familiale. D'accord. Voilà. Une séance de Kina Eyuk, Renard de la banquise, au Rex à Aubonne. Le 13 février à 14h30, c'est une séance ciné-senior pendant les vacances. Et ce qui est super sympa, c'est que du coup, les parents, les grands-parents, les petits-enfants, tout le monde peut venir en même temps voir ce film, qui est un très beau film avec des belles images et deux personnages héros animaux qui sont super attachants, je trouve. D'accord. Sinon, du 13 au 16 février, il y aura une semaine de cinéma à Gland, au Théâtre Grandchamp, avec plein de films. Et moi, regarde, j'ai voulu mettre en avant Mon ami robot, parce que j'aime bien. Ah, t'as raison. Bah, oui. C'est un film qui le mérite. Et il y aura quoi d'autre ? Il y a 2 films par jour. Donc, il y a les succès du moment avec Wonka et puis Ciao Ciao Bourbine. Il y a le magnifique et 13 and Perfect Days de Wim Wenders. Le film d'animation, tu l'as dit, Mon ami robot. Et encore le dernier volet de la saga Hunger Games. Les infos, c'est sur grand-champ.ch. Ok, et puis sinon, biopic musical. Après Freddie Mercury, Elton John, Whitney Houston, c'est Bob Marley qui va avoir son biopic. Et puis il y a une séance spéciale dans la région. Une séance en avant-première le 13 février à 20h30 au Cinéma Capitole à Nyon. Et ben voilà, prenez note donc si vous voulez voir Bob Marley, ou en tout cas l'acteur qui l'incarne. Une séance exceptionnelle sinon du documentaire Menu Plaisir Les Trois Gros. C'est bizarre comme nom, c'est quoi ? Écoute, ça c'est super. Donc ça va être projeté le 18 février à 18h au Cinéma Capitole avec Vision du Réel. Alors en fait, le documentaire va nous entraîner dans le restaurant familial Les Trois Gros, qui est un restaurant en France qui est récompensé par 3 étoiles Michelin depuis 55 ans. Ils n'ont jamais perdu leur étoile, donc il y a un niveau incroyable. Et c'est aussi un documentaire fleuve qui dure 4 heures. On va être dans les cuisines, mais aussi chez les fournisseurs du restaurant. C'est passionnant, c'est magnifique. C'est réalisé par Wiseman, qui est un très, très grand documentariste. Donc, c'est vraiment une séance exceptionnelle à ne pas manquer. Il y a un entracte au milieu, je tiens à rassurer. Après 2 heures de film, il y a un petit entracte. Et puis, les infos, c'est sur capitole-nyon.ch. Mais vraiment, ne le manquez pas. C'est le genre de truc qu'on ne voit pas tout le temps, quoi.
Ok, et pour les amoureux, eh bien, il y a 2 séances de Past Lives, justement, qui a beaucoup de nominations aux Oscars aussi. Ce film américano-coréen, qu'est-ce que c'est ? C'est un film que j'aime beaucoup, qui raconte de l'enfance à l'âge adulte la relation sentimentale entre un garçon qui va rester en Corée et une fille qui, elle, va partir émigrer aux États-Unis, puis ils vont se retrouver un peu plus tard quand ils ont grandi. C'est sensible, c'est touchant, il est nommé, comme tu le disais, aux Oscars, il est aussi au Golden Globe, et c'est proposé dans le cadre des Toiles du Rex à Aubonne le 20 et 27 février à 20h30. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci. rexaubonne.ch. Eh ben, merci pour l'agenda, Avec Patrick. plaisir. Voilà, plein de choses à faire et à voir surtout dans notre région. Voilà pour l'agenda de Patrick. On passe tout de suite à vos coups de cœur cinéma du mois. Voilà, rapidement, les coups de cœur. On va commencer avec toi, Thibaut. Vivre avec les loups, c'est un documentaire de Jean-Michel Bertrand dont on va voir quelques images. Qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est ton coup de cœur ? Oui, Jean-Michel Bertrand, c'est un cinéaste et photographe animalier qui s'intéresse beaucoup justement à la figure du loup. Il avait déjà réalisé 2 autres documentaires sur le sujet. Et là, c'est un peu le 3e volet de cette trilogie qui vient conclure son exploration de la place du loup dans nos sociétés modernes. Parce que, justement, comme le titre l'indique, son postulat, c'est que le loup est de retour, qu'on le veuille ou non, et donc il faudra peut-être apprendre à vivre avec. Et donc il va aller rencontrer des bergers, des chasseurs et différents groupes qui sont confrontés à la présence du loup dans différentes régions en France, en Italie et même chez nous dans le Haut-Valais. Ouais. Et puis il va réfléchir avec eux à comment justement gérer cette présence et vivre avec le loup. Et donc c'est très intéressant. Il y a un discours très nuancé, c'est très beau aussi parce qu'il va suivre lui-même une meute de loups dans les Hautes-Alpes. Et donc les images sont très belles. Ouais. Donc voilà, très intéressant et très beau. Voilà, j'entends Patrick qui acquiesce derrière. Très beau, voilà. très belles images, ouais, et Magnifique. intéressant dans la démarche sur la longueur donc, aussi. Donc coup de cœur commun pour vous deux, et je crois que c'est le cas d'ailleurs de ton coup de cœur, Patrick, qui est aussi un coup de cœur de Thibaut. Voilà, comme quoi. Voilà. Le Royaume de Kensuke, c'est un film d'animation qui sort le 7 février. Ah oui, j'ai oublié de dire que Vivre avec les loups est déjà en salle, ça on peut le dire, mais le 7 février, il y aura le Royaume de Kensuke. Qu'est-ce que c'est ? C'est un film d'animation adapté d'un livre pour adolescents anglais, et c'est en fait une adaptation libre un peu de Robinson Crusoe, avec l'histoire d'un garçon qui en fait vit avec ses parents sur un bateau, puis il parcourt le monde, et un jour il y a un drame qui arrive, et il va, le garçon, avec son chien, échouer sur une plage d'une île comme ça. Il est un petit peu coincé sur cette plage, il y a le soleil, il n'a pas à manger, pas à boire, puis à un moment donné, il va trouver de la nourriture et de l'eau qui lui ont été préparés pendant qu'il dormait la nuit. Et donc voilà, j'en dirai pas plus. C'est un très beau film avec des images splendides, une réalisation sensible, fine, intelligente. C'est une ode à la nature. Il y a une belle relation d'amitié qui va se développer aussi, sur cette île. Et voilà, très émouvant, magnifique animation. Ouais. C'est vraiment à découvrir. Des fois, les gens ont de la peine à aller voir des films d'animation moins connus, hors des gros studios. Oui. On le rappelle que c'est vraiment dommage. Allez découvrir ce genre de pépites. Et on peut y aller en famille, bien entendu. Exactement, pour les enfants. Dès 8 ans, mais... Dès 8 ans, très bien. Et puis voilà, moi je dis aussi que j'ai bien aimé le film, je vous encourage aussi à aller le voir. Mais mon coup de cœur, pour clôturer cette émission, eh bien, c'est The Iron Claw de Sean Durkin qui sortira le 14 février, un mélodrame hollywoodien sur une tragédie familiale, celle d'une fratrie de catcheurs, oui, vous voyez les gros muscles à l'écran, à l'aube des années 80. Alors difficile à croire qu'il s'agit d'une histoire vraie, tellement cette tragédie prend la forme d'une malédiction. C'est avec Zac Efron et Jeremy Allen White notamment au casting, et le film est vraiment bouleversant. C'est jamais tire-larme, avec des personnages de losers magnifiques sous l'emprise d'un père qui donne tout pour la compétition. Il y est question de rapports familiaux complexes et des travers d'une fierté masculine mal placée. Voilà, j'ai adoré ce film, vraiment, je vous le conseille. Okay. Je crois pas que vous l'ayez vu encore, Patrick et Thibaut. Et voilà, je vous le conseille. Plein de films à vous conseiller, vous l'aurez compris, pour cette émission donc de février de cinéma. Merci Patrick. Avec plaisir. Merci Thibaut. Et merci à toi. Bon, on repart le mois prochain, toujours dans nos canapés, avec d'autres films. On espère absolument. Tout aussi bons que ce mois-ci. Il y en avait quand même pas mal de bons. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et je vous dis au mois prochain dans Cinéma. Ciao!